Bonjour à tous, on s'attaque aujourd'hui à un sujet lourd, direct et absolument essentiel. Bienvenue dans ce décryptage consacré au film L'Abandon, réalisé par Vincent Garanc et sorti en 2026. C'est une œuvre qui dissèque, de manière quasi chirurgicale, l'un des traumatismes nationaux les plus profonds de l'histoire récente. Les 11 jours ayant précédé l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty le 16 octobre 2020. Pas de fioriture aujourd'hui, on va analyser les faits, examiner les chiffres de près et comprendre ensemble la mécanique implacable qui a mené à ce drame. Voici notre feuille de route pour comprendre tout ça. On va d'abord s'intéresser aux origines secrètes du projet, avant de confronter la lourdeur de la machine bureaucratique à ce qu'on appelle le vortex numérique. On passera ensuite à l'anatomie même de la tragédie jour par jour, pour terminer sur la réception très polarisée de l'œuvre. Allez, on y va. On commence avec notre première partie, les origines secrètes du film, de sa production totalement clandestine jusqu'à sa première sur la croisette. Le point crucial ici, ce sont les chiffres de son lancement. Produit dans le plus grand secret administratif dès l'été 2025 et coécrit avec Alexis Kebas, en collaboration directe avec Michael Paty, la sœur de l'enseignant, le film a eu un impact immédiat. On parle de 195 000 entrées réparties sur 346 écrans en France, et ce, dès sa toute première semaine. C'est un démarrage vraiment frappant pour un drame abordant un sujet aussi inflammable, propulsé par une ovation debout alors qu'il était présenté hors compétition au Festival de Cannes 2026. Distribué par UGC, le récit s'appuie factuellement sur l'enquête du journaliste Stéphane Simon. Du côté du casting, Antoine Reinhardt livre une performance marquante. Il incarne un Samuel Paty tout en douceur, dépeignant un homme sincère mais littéralement broyé par les événements. Face à lui, on retrouve Emmanuelle Berco, extrêmement nuancée dans le rôle de Victoire Lagnon. Elle illustre parfaitement l'isolement d'une principale de collège, une figure d'autorité locale qui se retrouve totalement dépassée par une situation ingérable. Ce qui nous amène à la deuxième partie, la machine bureaucratique, ou comment le millefeuillet des silos institutionnels a joué un rôle clé. Et c'est là que l'analyse devient vraiment clinique. Ce tableau illustre brillamment l'argument central du film, la dilution pure et simple de l'autorité de l'État. Regardez bien. L'administration n'est pas décrite comme malveillante, mais comme un système lent où chaque entité agit en silo. La principale rédige des post-it couverts d'acronymes, mais reste isolée. L'académie est tétanisée par la politique du pas de vague, au point de demander à l'enseignant de s'excuser. Les renseignements repèrent la menace immédiatement, mais sont paralysés par leurs propres procédures. Et la police locale minimise les menaces verbales, échouant à offrir une véritable protection physique. C'est l'addition de tous ces protocoles rigides qui crée un vide et empêche l'État de protéger ses serviteurs. On passe à la troisième partie, qui agit comme un miroir inversé de la bureaucratie, le vortex numérique et la propagation virale de la désinformation. Voyons comment ce contraste se construit. Tout part en fait du banal mensonge d'une élève de 13 ans, Bachira, qui voulait simplement cacher une punition à ses parents. Mais cette étincelle révèle une fracture immense. D'un côté, on a l'État, analogique, atrocement lent, confiné à des bureaux physiques et obsédé par le transfert de responsabilités. De l'autre, on a la campagne numérique orchestrée par le père de l'élève et un activiste islamiste. Instantanée, virale, totalement incontrôlée. Le film montre de manière implacable comment la machine numérique réussit à fabriquer l'indignation en connectant instantanément un grief local à des réseaux mondiaux, balayant au passage toute la lenteur bureaucratique. Quatrième partie, l'anatomie de la tragédie. On va regarder de plus près ce compte à rebours de 11 jours. Le réalisateur construit ici une unité de temps extrêmement claustrophobe. Tout s'enchaîne à une vitesse terrifiante. Jour 1, on a ce cours d'éducation civique sur la liberté d'expression. Dès le jour 2, le mensonge est proféré par l'élève. Au jour 5, la machinerie numérique prend le relais, la vidéo de l'activiste explose en ligne. Et le jour 11, le 16 octobre 2020, c'est l'assassinat. C'est la chronique d'une mort annoncée et ce compte à rebours illustre parfaitement la rapidité de la menace face à l'inertie du système. Au milieu de ce chaos, on a un homme, piégé. L'œuvre insiste sur le biotope de l'enseignant, cette proximité géographique suffocante avec ses élèves. Le portrait à l'écran est très factuel. Samuel Paty n'est pas montré comme un héros invincible, mais comme une silhouette fantomatique. Au fil des jours, la terreur l'isole. On le voit raser les murs, caché sous sa capuche, souffrir de graves crises de panique, au point tragique de devoir dormir avec un marteau pour tenter de se rassurer. C'est la matérialisation physique de cet abandon dont on parlait plus tôt. Et cela nous mène à notre cinquième et dernière partie, une réception profondément divisée. Ce film est-il une chronique nécessaire ou un rappel traumatisant ? En touchant à une plaie encore ouverte de la société, l'œuvre a immédiatement provoqué une fracture lors de sa sortie. D'un côté, une large partie de la critique et de l'administration éducative a salué le film.
Comme le souligne très bien cette citation du cinéma Le Vox, la démarche de Vincent Garanc a été perçue comme un travail d'une justesse et d'une sobriété rares. Beaucoup ont estimé que cette approche factuelle, sans sensationnalisme, était la manière la plus digne d'honorer la mémoire du professeur. Et c'est là que l'analyse de cette diapositive devient cruciale, la réalité sur le terrain a été tout autre. La réaction d'une grande partie du corps professoral a été particulièrement épidermique. Regardez ce témoignage d'un utilisateur sur le réseau Reddit. « Je n'irai pas voir un film sur l'abandon institutionnel quand les établissements sont isolés. » Le message est clair. Beaucoup d'enseignants ont ressenti un profond malaise, jugeant carrément hypocrite que l'État soutienne un film sur cet abandon administratif, alors que ces mêmes professionnels estiment manquer cruellement de soutien institutionnel au quotidien dans leurs propres établissements. Pour rester totalement exhaustifs et impartiaux, il faut passer en revue les diverses critiques concrètes qui ont émergé. Sur la forme, certains ont trouvé la voix off fictive du début un peu maladroite. Le ton a fait débat. Si certains saluent le respect strict des faits, un youtubeur influent est allé jusqu'à qualifier l'œuvre de mauvaise et dangereuse. Du côté de la vision purement cinématographique, les critiques du magazine Écran Large ont estimé que le résultat était trop sec, avec un rendu presque documentaire rappelant un téléfilm scolaire, y compris le choix controversé de filmer le terroriste dans la pénombre. Enfin, sur le plan idéologique, l'opposition a été frontale. Certains enseignants ont considéré la sortie du film comme un véritable bras d'honneur compte tenu de leurs conditions de travail réelles et ont refusé d'aller le voir. Tout cela nous amène à cette réflexion finale, et c'est la question centrale qu'il faut se poser. Est-ce que le fait de reconstituer méticuleusement ces échecs administratifs et ce désastre numérique permet vraiment à la société de guérir, de se confronter à ses failles pour enfin se réformer? Ou bien, à l'inverse, est-ce que cela prend le risque d'approfondir les clivages et de rouvrir les blessures de ceux qui sont encore en première ligne? C'est une question lourde de sens, qui dépasse largement le cadre du cinéma. Je vous laisse y réfléchir, merci d'avoir suivi ce décryptage factuel avec moi aujourd'hui, et à très bientôt pour une prochaine analyse.